Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pod Conseil pour un nouvel épisode consacré à l'énergie en agriculture. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet souvent méconnu, la place et le potentiel de la production d'énergie renouvelable sur nos exploitations suisses. En Suisse, l'agriculture compte un peu plus de 55 000 exploitations qui gèrent environ 1 million d'hectares de surface agricole utile. Mais elle consomme aussi beaucoup d'énergie. On compte à peu près 16 300 TJ d'énergie directe, principalement diesel, mazout, gaz et électricité, auxquels s'ajoutent 37 600 TJ d'énergie grise liée aux bâtiments, aux machines, aux engrais et aux aliments pour animaux. Au total, cela représente donc à peu près 54 000 TJ, dont moins de 20% proviennent de sources renouvelables et à peine 6% sont produits directement sur les fermes. Autrement dit, 2/3 de la dépense sont invisibles et l'agriculture demeure 100% dépendante des importations de combustibles fossiles et d'engrais. Face à ce constat, la Confédération a fixé un cap clair. La stratégie énergétique 2050, la révision complète de la loi sur l'énergie entrée en vigueur en 2018, puis la stratégie réseau électrique. L'objectif, réduire la consommation d'énergie non renouvelable, accroître l'efficience et favoriser le solaire, la biomasse, le vent et la partie hydraulique. Autant de signaux qui ouvrent la voie à une nouvelle branche au sein même des exploitations, la production d'énergie comme complément à la production agricole. Vous l'aurez compris, entre potentiel solaire sur les toitures, digesteurs de biogaz, réseau de chaleur bois et marché électrique en pleine mutation, les possibilités sont vastes. Mais la complexité l'est tout autant. C'est donc le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Et pour l'éclaircir, je serai accompagné par Vanessa Ménétrier, chargée de projet chez ProConseil. Vanessa, salut. Salut. Et Gregorio Bonadio, responsable du service de vente et des relations grands clients et collectivités chez Romande Énergie. Gregorio, salut. Hello. Alors, on a conscience qu'il sera difficile de faire le tour de la question de l'énergie en un épisode de podcast parce que c'est des sujets qui sont vite tentaculaires, on peut vite s'y perdre. Et c'est pour ça qu'on va se concentrer sur un seul aspect du sujet, l'énergie en agriculture, avec une première question pour toi, Gregorio, déjà pour recentrer petit à petit le sujet. Quand on parle d'énergie en agriculture, on parle de quoi et pourquoi on devrait s'intéresser à ce sujet ? Alors l'énergie, c'est tout d'abord l'énergie qui est utile pour la réalisation des travaux agricoles. On a notamment le diesel pour toutes les machines agricoles, mais c'est aussi toute l'électricité qui peut être utilisée dans les processus industriels ou de transformation. Et puis, toute cette énergie a aussi elle-même un impact environnemental. Et c'est pour ça qu'on veut essayer de finalement diminuer cet impact qui aujourd'hui je crois que les agriculteurs sont les premiers touchés, des conséquences, je dirais, quotidiennes sur la production. Donc en gros, on a une demande en électricité qui est croissante, si je comprends bien, et qu'il faut qu'on réduise l'impact carbone de... Alors on a une demande en électricité qui est croissante. Pourquoi ? Parce qu'on veut réduire notre usage fossile, qui est clairement un des premiers composants de génération de gaz à effet de serre, donc de CO2. Et en passant à une électrification, ça nous permet de passer à des énergies qui ont moins d'impact pour les générer, contrairement à du fossile qui est prélevé dans les sous-sols. Ouais. Et Vanessa, j'ai une question pour toi, parce que j'ai un peu dit en introduction, globalement, en agriculture, il y a aussi plein d'opportunités. Parce qu'on a de la biomasse, on a de la toiture, on a plein de trucs, et ça, tu pourrais expliquer un petit peu... Oui, alors en effet, l'agriculture, c'est un secteur d'activité qui se prête très bien à la production d'énergie. Effectivement, on a des bâtiments agricoles, des hangars avec des grosses toitures qui se prêtent très bien à la pose de panneaux photovoltaïques. On a de la biomasse à disposition avec les engrais de ferme, des déchets de culture, etc. pour de la méthanisation, par exemple, ou encore de la production de bois pour des chaudières, etc. Donc il y a vraiment tous les éléments réunis pour produire de l'énergie. Et puis tout ça peut se faire en parallèle de s'intéresser à l'efficience énergétique en agriculture. Ça ne sera pas le sujet du jour, mais voilà, il y a tous les éléments réunis pour parler d'énergie en agriculture. On va pas en parler, mais en gros l'idée c'est de dire on peut d'abord avoir la stratégie d'augmenter l'efficience de son réseau pour avoir besoin moins d'énergie pour faire plus de trucs, quoi.
Effectivement, il y a deux aspects qui sont totalement complémentaires. Quand on parle d'énergie en agriculture, la première chose à faire, c'est déjà de comprendre, et de connaître sa consommation d'énergie, de voir s'il y a un potentiel pour réduire cette consommation déjà avec différentes mesures d'efficience. Pour ça, on a des outils adaptés à l'agriculture, des outils de diagnostic qui s'appellent AgriPike. Donc ça permet de faire un bilan de sa consommation d'énergie et de voir où sont les potentiels de réduction, et ça permet aussi de simuler la production d'énergie renouvelable. Donc on peut estimer le potentiel de production d'énergie et également voir par exemple si on électrifie certains équipements de ferme, on peut aussi faire ça dans ces diagnostics. Donc c'est un outil intéressant pour l'agriculteur. Et puis là aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à la production d'énergie pour comprendre un peu tous ces mécanismes. Oui. Parlons de production. Alors, on a donc plusieurs, comme tu l'as dit, il y a plusieurs possibilités. Faisons un focus sur les panneaux photovoltaïques. C'est quoi un peu les avantages de cette technologie ? Aujourd'hui, c'est une technologie de production qui est mature, qui arrive vraiment aussi avec des volumes au niveau mondial qui sont quand même assez considérables. Par rapport à quand j'ai commencé ma carrière il y a plus d'une dizaine d'années dans le domaine du solaire, le prix aussi a largement chuté. Le prix d'installation, le prix des modules solaires a été divisé à peu près par 10. Ouais. Avant, on pouvait dire si vous m'achetez les panneaux solaires, je vous les monte gratuitement. Aujourd'hui, c'est bientôt presque l'inverse. Si vous me prenez le montage, je vous amène les panneaux. Donc ça, c'est aussi dû à la grande évolution du nombre d'installations et à la standardisation qui a eu lieu dans le marché. C'est quelque chose qui commence à arriver aussi dans le stockage, donc des prix qui ont diminué sensiblement les 2-3 dernières années. Stockage Donc le stockage électrique, donc typiquement des batteries. Puisque l'électricité ne peut pas se stocker en tant que telle, on doit passer par un autre vecteur, donc soit de la chimie avec des batteries, soit de l'énergie potentielle avec des barrages où on remonte l'eau, ou alors éventuellement la convertir en autre chose qui est soit utile pour plus tard, par exemple de la chaleur. Mais c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui fait que le photovoltaïque est une technologie qui est mature et puis qui a aussi l'avantage de pouvoir être déployé presque partout. C'est clair qu'il y a quand même certains éléments auxquels il faut faire attention, mais globalement, contrairement à peut-être même de la biomasse où il faut des volumes minimaux de biomasse, il faut une certaine organisation sur la collecte, etc. Et puis aussi, il faut peut-être aussi moins pour le photovoltaïque d'entretien et de suivi que ne le demande de la biomasse. Globalement, il faut faire quoi ? Il faut nettoyer les panneaux On a de la chance d'avoir encore de la pluie en Suisse, je ne sais pas pour combien de temps, mais sauf si on a des inclinations qui sont très faibles de toiture, entre la pluie et peut-être annuellement la neige, on arrive globalement, sauf si on est dans des endroits avec beaucoup de poussière, à avoir quand même un nettoyage naturel, je dirais, qui est assez bon. Évidemment, comme tout ouvrage de production, parfois un peu de maintenance préventive et un nettoyage un petit peu plus poussé peut être recommandé si on est à proximité d'une carrière ou un endroit où il y a pas mal de pollution. Donc globalement, si je résume, l'avantage c'est que c'est devenu pas si cher que ça à acheter. En tout cas, le prix a baissé. C'est assez facile à installer. On a la toiture et la surface disponible. À l'entretien, c'est pas très compliqué. Et ça dépend quand même un peu du soleil. Il en faut du soleil. Est-ce qu'on en a Alors, on en a. C'est clair que parfois, dans certaines vallées, on en a un peu moins à certaines périodes de l'année. Mais globalement, la Suisse est suffisamment ensoleillée pour avoir des installations qui sont rentables. Après, la complexité vient peut-être dans comment est-ce que, même si ça devient meilleur marché, on peut assurer une rentabilité.
Et c'est vrai que là aussi, ces dernières années, on a eu énormément d'évolutions et que ça s'est simplifié sur tout ce qui est procédure d'installation, etc. Mais par contre, aujourd'hui, en termes de valorisation financière de l'installation et de la production, j'aurais plutôt tendance à dire que ça s'est malheureusement complexifié. D'ailleurs, sur la complexification, on va en parler parce que le défi de la production d'énergie, le contexte a évolué rapidement, c'est ça? Est-ce qu'on peut faire un peu le tour parce que j'ai l'impression que c'est très difficile de se tenir informé, de comprendre un peu quelles sont les mesures de soutien, etc. Est-ce qu'on pourrait faire un peu le tour de comment ça a évolué? On en est un peu où aujourd'hui? Effectivement, fin 2008, la Confédération avait mis en place un système de rétribution à prix coûtant de l'électricité, ce qui fait que un producteur d'énergie qui installait une installation photovoltaïque sur sa toiture avait un contrat pour une durée de 20 ans à l'époque avec un tarif fixé. Donc ça permettait d'avoir une grande visibilité sur son installation, son amortissement, etc. Et puis très rapidement, le système a été un peu victime de son succès, ce qui fait que dans les années 2012, déjà, je crois, il y avait une très grosse liste d'attente qui s'est formée. Ce qui fait que il y a eu passablement de producteurs, d'exploitants agricoles également qui avaient investi dans du photovoltaïque et qui se sont retrouvés un peu coincés avec cette grosse liste d'attente, ce qui fait que la Confédération a dû adapter ses mécanismes de soutien à la production d'énergie renouvelable pour être plus en phase avec le marché. Donc l'évolution s'est faite petit à petit, mais c'est vrai que là, depuis quelques années, on note quand même une évolution de plus en plus rapide avec des nouveaux mécanismes qui apparaissent. Alors c'est très bien d'une part parce que ça ouvre plus d'opportunités, ça facilite les projets collectifs par exemple, on y reviendra après. Mais par contre, en tant que porteur de projet, ça devient plus complexe et ça nécessite une préparation de son projet peut-être plus importante que ce qu'on pouvait voir il y a une dizaine d'années. Du coup, aujourd'hui, il y a toujours une liste d'attente? Non, alors le système a totalement changé. Aujourd'hui, il y a plus ces contrats sur 20 ans. Alors, ça va être difficile d'expliquer à l'oral, mais les mécanismes de soutien sont multiples, entre guillemets. Tout dépend déjà. La première question, c'est est-ce qu'on va consommer une partie de son électricité, que ça soit soi-même ou des voisins, on va dire, ou alors est-ce qu'on va injecter la totalité du courant sur le réseau? Ça, c'est déjà la première grosse question qui va déterminer le système de soutien. Après, il y a la puissance de l'installation qui entre en jeu. Il y a également des bonus qui apparaissent pour si on est en altitude, en fonction de l'inclinaison de l'installation. Voilà, c'est un peu compliqué à l'oral, mais suivant le profil entre guillemets de son installation, on va bénéficier d'un soutien qui sera différent. Ouais, mais j'ai l'impression que tu décris un peu du cas par cas finalement. Mais on en reparlera dans une troisième partie. Tu voulais... Je pense aussi le législateur s'est rendu compte aussi de plus en plus de l'importance aussi d'avoir de plus en plus de production pour la partie hivernale et les derniers mécanismes de subventionnement qui ont été mis en place vont aussi dans cette direction, c'est-à-dire qu'on continue à soutenir, mais est-ce qu'il fait le plus de sens à soutenir? Là, on en aura le plus besoin à l'avenir. Oui, par exemple, pour donner un exemple concret, c'est que tes panneaux solaires, tu peux les mettre sur ton toit ou sur tes façades. Et en hiver, le soleil a l'air d'être un peu plus bas chez nous. Et du coup, en gros, c'est là tu aurais plus de soutien si tu les mets sur le côté. Exactement. Enfin, sur un mur. Tout à fait. C'est ça l'idée. Oui. Et j'imagine aussi quand on sort ce genre de projet, on a aussi envie de savoir, globalement, on va vendre de l'électricité, on va la mettre sur un marché. Est-ce qu'on peut avoir quelques explications sur l'évolution des tarifs de reprise un peu de cette électricité ? Oui, alors le législateur a prévu aujourd'hui, déjà par le passé, mais le mécanisme est en adaptation, une obligation de reprise du gestionnaire de réseau. C'est-à-dire que peu importe où on soit en Suisse, le gestionnaire des réseaux a l'obligation de reprendre déjà physiquement l'énergie. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, il a dicté aussi des règles
minimales qui vont s'appliquer sur à quel prix il faut payer cette énergie qui est reprise. Ce qui est le cas pour le renouvelable, mais ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres installations qui ne seraient pas renouvelables. Et jusqu'à maintenant, ces prix minimaux étaient basés sur les prix d'approvisionnement des fournisseurs. Et dès l'année prochaine, le prix minimum sera en fonction de la moyenne trimestrielle des prix du solaire sur le marché de l'électricité. Donc, le marché de l'électricité est un prix où les fluctuations ont lieu vraiment chaque heure, chaque quart d'heure même. Et puis, évidemment, les heures où il y a beaucoup d'offres qui sont les heures solaires, les prix ont tendance à diminuer puisque tout le monde a finalement son produit en même temps. C'est comme quand on arrive au marché, tout le monde a de la salade le même jour. Il y aura une certaine concurrence avec des prix à la baisse, tandis que peut-être des jours où il fait moins beau, il y a moins de production, donc moins de kilowattheures à disposition et les prix seront plus élevés. Et donc, le législateur a décidé que dès l'année prochaine, ce serait la moyenne trimestrielle de ces prix-là qui s'appliquerait, pour autant que le producteur n'ait pas trouvé un autre accord avec son fournisseur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la liberté pour chaque producteur de trouver un acheteur quelconque pour sa production. Et si par contre il n'en trouve pas, il a toujours une solution de dernier recours qui est de la revendre à son gestionnaire qui a, lui, l'obligation de la reprendre. D'accord. Donc en fait, dès 2026, il y a un genre de prix plancher. Alors, le législateur a fixé des prix planchers, c'est-à-dire que cette moyenne du prix du marché, qu'on appelle le marché spot, peut avoir des composantes qui deviennent négatives. Par exemple, hier après-midi, on était un dimanche après-midi, relativement peu de consommation, une belle production solaire. Les prix étaient négatifs, c'est-à-dire que pour le cas de Romand Énergie, on avait une obligation de reprendre de l'énergie. Et puis, si on n'avait pas assez de clients qui en avaient besoin, on a dû payer pour s'en défaire. Ces quarts d'heure-là, ces quelques heures où les prix étaient négatifs. Et donc, ce qui veut dire que la moyenne au niveau du trimestre pourrait, théoriquement, aussi devenir négative. Ou même s'approcher de quelques 2-3 centimes. Et le législateur a dit, pour des installations de taille modeste, on va décréter un prix minimum. C'est-à-dire que même si la moyenne venait à être, par exemple, à 4 centimes pour le trimestre, pour des installations jusqu'à 30 kW, on aura 6,5 centimes. D'accord, ouais. Comme ça, il n'y a pas un seuil qu'on peut dépasser. Voilà. Et puis après, si l'installation est un peu plus grande, jusqu'à 150 kW, après, c'est le plancher, le prix du plancher diminue. Et puis par contre, au-delà de 150 kW, après, on n'a plus de protection minimale. Et puis les prix planchers sont aussi différents en fonction de si on autoconsomme ou bien si on injecte tout. Puisque si on injecte tout, on est totalement exposé à ces prix-là, tandis que si on autoconsomme, on a sécurisé une partie finalement de la revente en l'autoconsommant pour soi-même ou pour ses voisins. Donc la logique, c'est d'abord quand tu produis l'électricité, c'est d'abord de la consommer et après de la mettre sur le réseau un peu collectif, quoi. Alors totalement. Il y a effectivement une quinzaine d'années, on disait on vend tout à un prix défini pour 20 ans. Aujourd'hui, la logique est totalement haute. À l'époque, on pouvait même plus pas autoconsommer. Aujourd'hui, la première étape est d'essayer d'autoconsommer. Pourquoi ? Parce que non seulement on sécurise une partie de notre vente de production, mais ça nous permet aussi de sécuriser en tant que consommateur une partie de notre approvisionnement. Et quand on autoconsomme un kilowattheure qu'on a produit sur place, il faut se rendre compte qu'il n'a pas été transporté par le réseau. Et donc, ces coûts de transport, on les évite également. Et puis, s'il n'a pas été transporté par le réseau, eh bien, il ne sera pas non plus taxé par les collectivités. Hein. Oui, d'ailleurs, un petit point, le coût de transport, ce que tu m'expliquais en off, c'est que c'était l'amortissement des infrastructures, en fait, c'est ça ? Exactement. Le transport, c'est vraiment l'amortissement des infrastructures et, je dirais, leur entretien courant.
Sur les lignes à haute tension, c'est aussi les forestiers qui coupent les arbres pour pas que les arbres tombent sur les lignes. Et puis c'est l'amortissement du câble en cuivre ou en aluminium sur des longueurs sur des périodes qui vont 40, 50, 80 ans suivant le type d'équipement. Et du coup, celui qui autoconsomme ne paye pas c'est ce que tu disais, ne paye pas ses coûts de transport, quoi. Exactement. Et puis pour avoir un ordre d'idée, la facture électrique donc du kilowattheure qu'on a chez soi à la prise, elle est composée à peu près d'un tiers pour l'énergie, un tiers pour le transport, justement, dont on vient de parler, et puis un tiers pour les taxes et TVA et autres redevances publiques. Donc, c'est-à-dire qu'à payer le kilowattheure à soi-même parce qu'on l'a produit le même prix, on a quand même économisé les 2/3 du reste. Mmh. Et c'est là que c'est important de voir en tant que producteur aussi l'intérêt pour sa partie de consommation. Oui. Du coup, une fois que par contre le surplus, on peut le distribuer aux voisins, un peu plus loin, il y a plusieurs échelles. Et là, on arrive sur les notions qu'on voit de temps en temps, les CA, RCP, RCPV, CEL. Quand on n'y connaît rien, on a l'impression qu'on a affaire plus ou moins à de la magie noire. Est-ce que quelqu'un pourrait éclaircir tout ça, s'il vous plaît, à l'aide ? Oui, volontiers. Alors, c'est ce qu'on appelle des modèles d'autoconsommation, mais collectifs. Voilà, puisque on n'est plus tout seul juste chez soi. Les premiers qui ont été autorisés par le législateur, c'était de dire, par exemple, dans un immeuble, on a plusieurs consommateurs et puis l'électricité, elle ne va pas repartir sur le réseau dans la rue, mais elle va être partagée au sein de l'immeuble, par exemple les 10 appartements de l'immeuble. Et là, on a deux manières de faire, soit la communauté d'autoconsommation, CA, soit le regroupement pour la consommation propre, qui est le RCP. Les deux, fondamentalement, permettent de consommer dans le bâtiment, mais avec une distinction qui est donc, dans le cadre de la communauté d'autoconsommation, chaque client reste un client du fournisseur, du réseau. Tandis que dans le regroupement, c'est vraiment un regroupement et vis-à-vis du réseau électrique, il n'y a plus qu'un seul client. C'est le regroupement. Mmh. Comme on pourrait, par exemple, avoir une coopérative. Ouais. Et puis après, du coup, ça veut dire que c'est à la charge de la coopérative ou du regroupement de faire son décompte interne. Celui du premier a consommé tant, celui du deuxième, etc. Donc ça, c'était, je dirais, la première étape de l'autoconsommation collective. Et puis, depuis cette année 2025, le législateur a utilisé la possibilité, a introduit la possibilité d'utiliser aussi le câble de raccordement. Donc, pour dire, c'est le câble qui vient depuis votre bâtiment, qui est utilisé uniquement par vous jusqu'à l'armoire de quartier. Alors évidemment qu'il y a des configurations de réseau, notamment celle historique, où il n'y a pas d'armoire de quartier parce que on passait un câble dans la rue et puis après on dérivait à chaque habitation, à chaque villa. Et donc dans des cas comme ça s'y prête pas. Mais dans les cas où ça se prête, là ce qu'on considère c'est que si on passe juste par cette ligne d'amener, et puis pareil chez le client voisin, dans ce cas-là, on néglige finalement la part du réseau qu'on utilise, puisque c'est uniquement l'armoire de quartier. Et ce qui veut dire que dans ces cas-là, on peut vendre l'électricité à son voisin, qui lui n'aura pas non plus ni le transport, ni les taxes. C'est pour ça qu'on parle de regroupement pour la consommation propre virtuelle. Exactement. D'où le V. D'où le V. Et puis il nous reste le CEL. Le CEL, c'est ce qui arrivera dès l'année prochaine. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour autoconsommer, mais dans une communauté électrique locale. Donc, c'est un peu plus large. Donc là, on aura des limitations qui vont être d'ordre communal. D'ordre, il faudra que ça soit le même gestionnaire de réseau, puisqu'il y a certaines communes qui ont plusieurs gestionnaires de réseau. Et puis, il y a des considérations aussi techniques, puisqu'il faut que ça soit dans la même branche de moyenne tension, puisque l'idée, c'est justement de rester électriquement, localement, et pas d'utiliser tout le réseau de transport
national, finalement, comme pour un kilowattheure qui ne serait pas produit par un voisin ou un voisin proche. Et dans la CEL, donc la communauté électrique locale, là, on aura un rabais sur le transport puisqu'on n'utilisera qu'une seule partie du réseau. Ouais. Peut-être le long de la rue, 300 mètres de la rue, ou alors peut-être un petit peu plus, et puis on aura dû passer par une station moyenne tension. Et donc en fonction de la configuration, si on est au même niveau de tension, dans ce cas-là, on a 40% de rabais sur le transport. Et puis si on a dû passer par la moyenne tension, il n'y aura que 20% de rabais. D'accord. Donc on l'aura compris, il y a plein de notions, il y a plein de choses à savoir, il y a plein de possibilités, et donc le nombre de variables dans l'équation devient assez vite énorme. Globalement, si on veut se lancer dans un tel projet, ce serait quoi les bonnes étapes à prendre en compte, Vanessa ? Alors, pour un agriculteur qui voudrait se lancer dans ce type de projet, la première chose, c'est déjà d'essayer de bien définir les objectifs, déjà de connaître sa propre consommation électrique. C'est déjà pas toujours une mince affaire par rapport, on peut avoir un ou plusieurs compteurs sur l'exploitation, on peut avoir l'habitation qui est rattachée à l'exploitation agricole ou pas. Enfin voilà, déjà là, c'est une première étape. Donc connaître sa consommation et puis voir dans quelle mesure il est possible d'autoconsommer sur place une partie de la production. On l'a vu, c'était vraiment un élément essentiel de la rentabilité du projet. Donc voilà, déjà pouvoir estimer sa part d'autoconsommation. Pour ça, il y a des outils à disposition. On peut trouver tout à fait facilement la production théorique de sa toiture. Donc il y a des cadastres solaires qui existent. On peut simuler sa part d'autoconsommation. Et puis, bien évidemment, on ne peut jamais autoconsommer toute la production qu'on va avoir. Donc là, on l'a vu, il y a différents modèles d'affaires qui existent. Donc il faut voir en fait dans son environnement proche, est-ce qu'il y a d'autres consommateurs potentiels ? Ça peut être des habitations, des entreprises. À quelle échelle on se trouve ? Est-ce que c'est des voisins proches ? Est-ce qu'on entre dans une limite communale et puis dans ce cas-là, on part sur une communauté électrique locale ? Donc ça nécessite en fait de réfléchir à sa propre consommation et puis à s'ouvrir en fait aux voisins en fait et voir dans quelle mesure on arrive à pouvoir les approvisionner dans le but de réduire au maximum la part d'énergie qui sera refoulée sur le réseau parce qu'on l'a vu que c'était entre guillemets le dernier recours. Alors on n'a pas encore abordé ces tarifs de reprise, un peu l'évolution, mais on sait que voilà, on a connu deux années avec des tarifs de reprise qui étaient autour des 18 centimes. Et puis aujourd'hui, voilà, il faut considérer un tarif de reprise aux alentours de 6 centimes dans ces calculs de rentabilité. Donc on a tout intérêt à vendre l'électricité à son voisin en pouvant négocier des tarifs plus intéressants pour rentabiliser au mieux son projet. Donc ça nécessite, du moment qu'on a un projet, de se poser, de réfléchir, définir une stratégie et se faire accompagner par des professionnels. Donc discuter aussi avec le gestionnaire de réseau qui va pouvoir nous apporter des connaissances sur le réseau. J'imagine, on a vu qu'il y avait différentes configurations et puis déjà ça va limiter aussi les possibilités. Et puis vu qu'on parle d'installation et ce genre de choses, j'imagine que le tarif de reprise, c'est un truc qui doit être pris aussi en compte quand tu fais le budget de ton projet, non ? Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait, parce que, à moins qu'on ait la capacité d'investir sans attendre de rentabilité, je crois que quand on parle d'assez grande installation, c'est plus vraiment le cas. C'est ce qui permet finalement de sécuriser le business plan de l'installation. Et donc il faut peut-être aussi des fois envisager quelle est la variation, quel risque il y a en fonction du tarif de reprise ou en fonction des modes de valorisation. Nous, dans des projets qu'on utilise, on simule aussi, est-ce que ça fait du sens de mettre une batterie ? Oui, non. Qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, il y a un nouveau consommateur à proximité qui vient, s'il vient dans 5 ans, s'il vient dans 10 ans, ce genre de paramètres
font partie finalement de la définition du projet. Et puis, il y a aussi la question de l'investissement. Est-ce que c'est un investissement que l'agriculteur veut faire lui-même, ou est-ce qu'il préfère investir dans ses outils de production et puis il décide de finalement confier la partie investissement à quelqu'un d'autre? C'est aussi, si les projets sont bons, il y a des investisseurs qui sont prêts à investir. Mais les conditions seront aussi finalement du projet, dicteront la valeur aussi qui peut être apportée à l'agriculteur, soit en termes d'énergie bon marché, soit en termes de revenus supplémentaires comme location de toiture ou indemnité. Donc oui, encore une fois, il y a plein de possibilités, d'où l'idée de bien définir son projet. Oui. En conclusion, j'aimerais vous poser une question à tous les deux, c'est vous voyez quelle perspective pour ces projets? Vous pensez qu'il faut se lancer, qu'il faut pas se lancer? C'est le moment? Alors pour moi, c'est toujours le moment. Par contre, ce qu'il faut être conscient, c'est qu'il y a des évolutions et que les conditions d'aujourd'hui ne seront pas forcément celles de demain, sans pour autant pouvoir dire si celles de demain seront meilleures que celles d'aujourd'hui. Et pour ma part, je dirais que la question de l'énergie en agriculture, elle mérite d'être posée. Même si le projet aboutit pas, ça permet à l'agriculteur d'avoir conscience des coûts, de la part que représente l'énergie dans ses coûts de production. Est-ce qu'il y a possibilité de produire de l'énergie, ou est-ce qu'il a si c'est pas possible sur l'exploitation, peut-être ça vaut la peine de s'approvisionner auprès d'un voisin, ça peut être aussi une solution. Et puis aussi de voir dans quelle mesure il y a de l'efficience énergétique qui peut être mise en œuvre sur l'exploitation. Donc la question, elle mérite d'être posée. Ensuite, avant de se lancer dans un projet sur toute sa toiture, ça représente quand même des coûts non négligeables. Il faut quand même vraiment prendre le temps de se poser, de se faire accompagner. Et ProConseil, on va gentiment mettre sur pied une prestation de conseil justement pour aider les exploitants à définir leur projet et voir les différentes options possibles. Allez, je lance le dernier sujet parce qu'on en entend parler et je ne sais pas si c'est un peu trop tôt pour en parler ou pas, c'est l'agrivoltaïsme, donc l'idéal de couplage de production solaire et de culture au même endroit. En gros, l'idée, c'est qu'on installe des panneaux solaires au-dessus de vergers, de vignes, de plein de trucs. Est-ce qu'on peut juste faire un brief screening de où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour en parler? Alors, Romande Énergie a déjà fait un démonstrateur du côté de Comté avec un contrat où un grand distributeur suisse s'est engagé à racheter l'énergie pendant 15 ans, issu de vraiment cette centrale-là. On a également d'autres projets qui sont sur lesquels mes collègues travaillent. Donc c'est quelque chose d'actualité, je dirais, mais qui est encore, je dirais, quand même naissant et qui a un certain nombre aussi d'implications non négligeables en termes d'aménagement du territoire, puisqu'il faut vraiment que l'activité agricole soit aussi valorisée avec ce projet-là, en plus du côté de production d'énergie. Donc c'est un peu un prototype en devenir. Oui, tout à fait. Pour l'instant, c'est très très encadré en Suisse. Dans le canton de Vaud aussi, il y a des règles très strictes. Les projets doivent vraiment montrer une plus-value pour la production agricole. Donc, ce qui limite déjà grandement les installations en plein champ. Il faut vraiment que ça apporte un plus pour la production. Les prototypes, disons pour des projets à visée scientifique, sont possibles. Mais tout est très encadré. Et par rapport à ce qu'on peut voir dans les pays voisins où ça se développe à grande échelle, pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Cette frilosité, ça permet aussi de tirer des expériences de ce que font les voisins, où il y a pas mal de projets qui sont lancés et des accompagnements agronomiques, des suivis agronomiques qui sont faits pour voir l'impact sur la production animale, sur la production végétale. Donc je pense que la Suisse, pour l'instant, préfère limiter un peu les projets et voir comment ça évolue. Donc, affaire à suivre. En tout cas, merci à vous deux d'avoir participé à cet épisode. C'était un plaisir d'enregistrer ça avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler, à le partager. Voilà, c'est aussi la visibilité qui nous rend visibles.